Je viens de voir un reportage sur les plantes génétiquement modifiées. Toi qui fais de la biotechnologie, tu peux m'expliquer comment on les fabrique et si elles sont vraiment dangereuses? Pour fabriquer un OGM, il faut transférer dans une plante de l'ADN qui provient d'un autre organisme. De l'ADN humain aussi? C'est possible. Cet ADN code pour une ou plusieurs protéines qui nous intéressent. Comme quoi? Un insecticide ou une protéine vaccinale par exemple. On peut injecter de l'ADN comme ça à des organismes vivants? Non, il faut d'abord l'intégrer dans un plasmide. Un quoi? Un autre morceau d'ADN qui va servir de vecteur. Tu vas comprendre après. En parallèle, on va cultiver les cellules de la plante au laboratoire. Ah oui, la culture in vitro. J'ai vu ça dans ton labo. Les mini-plantes cultivées dans des pots sur de la gelée? Oui, un milieu nutritif gélosé. Mais pour l'instant, ce ne sont que des cales, c'est-à-dire des amas de cellules identiques. Des clones quoi? C'est cela. On va alors injecter l'ADN dans le génome de ces cellules à l'aide d'une bactérie qui le fait naturellement ou à l'aide d'une technique que l'on appelle biolistique. On dirait un pistolet. Oui, on appelle ça aussi un canon à ADN. Ensuite, il faut sélectionner les cellules qui ont bien reçu le plasmide contenant le gène d'intérêt. Comment on peut le savoir? Justement, il y a dans le plasmide un gène de résistance à un antibiotique. On cultive les cellules dans un milieu contenant cet antibiotique et seules les cellules possédant le plasmide vont pouvoir se développer. Ah, le fameux plasmide. On peut alors repiquer ces cellules sur un nouveau milieu pour redonner les mini-plantes que tu as vues. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Mais l'ADN qui est intégré reste bien dans la plante. Il ne peut pas s'échapper. Surtout qu'il contient des gènes de résistance aux antibiotiques. C'est pour ça que les plantes produites sont pour l'instant stériles, pour éviter leur dissémination dans l'environnement par croisement avec des espèces proches, et qu'il faut continuer à faire des études de dispersion une fois la plante cultivée. Et il y a beaucoup d'OGM cultivés dans le monde? Les derniers chiffres indiquent que 3% des terres agricoles mondiales sont cultivées en OGM. Pour les États-Unis, on parle même de 17% des surfaces agricoles. Et pour quel type de culture? Essentiellement du maïs et du soja destinés à l'alimentation du bétail. Les plus connus sont les OGM Roundup Ready de Monsanto. Ils possèdent un gène de résistance à un herbicide, le Roundup. Ceci permet aux agriculteurs de semer plus tôt, d'utiliser des variétés à haut rendement, donc d'effectuer de plus gros bénéfices. C'est surtout Monsanto qui s'en met plein les poches, puisque c'est lui qui commercialise le Roundup. En plus, une équipe de chercheurs de Caen a montré que des rats nourris avec ce maïs transgénique développaient des tumeurs. Il y a aussi le maïs et le coton BT qui résistent à un parasite, la pyrale, qui cause d'importants dégâts dans ces cultures. Pour cela, on a introduit le gène d'une bactérie du sol qui fabrique un insecticide naturel qui tue ces chenilles. Et ça ne peut pas agir sur d'autres insectes? Pas sur les abeilles en tout cas, et on continue les recherches pour connaître l'impact sur d'autres espèces de papillons. Tout ça pour augmenter les rendements? C'est vraiment un intérêt très économique. Pas seulement. Prenons l'exemple du riz doré. C'est un riz enrichi en vitamine A qui permettrait de pallier les carences provoquant des cécités dans les populations dont il est la principale source alimentaire. Les OGM permettent aussi de cultiver des plantes résistant mieux à la sécheresse. Mais comme la plante est stérile, il faut racheter tous les ans les graines aux semenciers. Et les protéines étrangères produites par les OGM, elles ne peuvent pas provoquer des allergies? Là encore, il faut continuer des études pour le déterminer. Mais dans le domaine de la santé, il peut y avoir de grandes avancées médicales avec les OGM, par exemple les vaccins comestibles. Des vaccins sans piqûre? Intéressant! Des chercheurs travaillent depuis plus de 10 ans sur des pommes de terre dans lesquelles ils ont introduit le gène codant pour la protéine vaccinale contre l'hépatite B. On se vaccinera en mangeant des frites? Pour l'instant, il faut manger environ 200 grammes de pommes de terre crues. Bof. Et c'est efficace? Sur environ 60% des sujets traités. C'est moins bien que le vaccin actuel. Mais il est plus facile à conserver et à administrer. En plus, il y a d'autres voies de recherche pour produire de l'hémoglobine, du collagène et même des médicaments contre le cancer. En fait, tant que les cultures se font au laboratoire, ça ne me dérange pas trop. Ce qui m'inquiète, c'est l'impact écologique. Les OGM peuvent avoir un intérêt écologique. Des chercheurs ont mis au point des peupliers à teneur réduite en lignine, qui permettraient de fabriquer du papier avec des procédés moins polluants. On peut aussi faire produire du plastique biodégradable à de l'arablette. L'arbalète? Arablette, Arabidopsis thaliana, une petite plante bien connue des scientifiques. C'est pas faux. C'est une plante qui ressemble à la moutarde, elle est en plus capable d'absorber les polluants du sol. D'ailleurs, grâce aux manipulations génétiques, on a réussi à augmenter sa capacité à dépolluer l'arsenic ou le plomb. Elle pourrait même être utilisée pour détecter les mines antipersonnelles. Comment ça? Elle se mettrait à sonner en poussant sur les mines? Non, mais par contre, elle pourrait changer de couleur. En fait, les métaux contenus dans les mines provoquent un changement de couleur de ses racines, naturellement. Le but de la manipulation génétique est de faire en sorte que les feuilles changent aussi de couleur, ainsi on pourrait les repérer facilement. Ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup d'études à faire. Et les OGM ouvrent des perspectives fantastiques. Au labo. Et en plein champ si on veut étudier la dissémination. Created using Powtoon.